commencer par définir une fenêtre. Peu, peu importe, c'est une base de données, c'est un film, c'est une image d'un architecte que l'on veut, et puis on litère par un nom, un mot, d'un lexique de son choix. Donc quand on fait ceci, en quelque sorte, on écrit une théorie du choix, de l'existence d'un élément ou d'un ensemble, et en quelque sorte on a un degré de liberté localisé sur ce choix, ou localisé de façon assez floue sur l'existence de quelque chose dans dans cette fenêtre de choix. Donc ce choix peut être assez flou ou assez incertain ou même partagé ou connecté. Donc un peu comme dans le tableau de Rothko, il y a une partie rouge au-dessus, une partie orangée en dessous, et les deux sont un seul et même tableau, et quelque chose nous dit ou voudrait dire que ça fait partie d'un seul et même portrait ou profil, un portrait ou profil de phase de quelque chose qu'on voit au-dessus, qu'on voit au-dessous, un peu comme une élévation, une façade et une coupe, dans lequel on pourrait deviner des images. Nous avons souvent des élévations, des façades, des coupes, et je nomme de nouveau ces éléments par une sorte d'acronyme à la première lettre. Donc une idée, c'est qu'on peut prendre n'importe quel langage et projeter sur la première lettre, sur la première lettre du mot, la signification du mot. Donc on n'a pas de synonyme, d'homonyme, et de façon unique. Donc ici, l'idée c'est que toute théorie peut se décomposer en 4 prémices. Plus haut, on n'arrive pas à les remonter aux prémices. Et parmi toutes ces prémices à isomorphisme près, je choisis le choix, l'existence, le quel que soit, une sorte de degré de liberté et un degré de contrainte. Localisation par un produit cartésien. Ça veut dire que je me donne un produit cartésien, c'est-à-dire il existe un sorte d'espace plat dans lequel je peux multiplier l'horizontale par la verticale et obtenir une croix, un perpendiculaire, ou ne rien obtenir que des parallèles. Voilà. Et si je n'arrive pas à l'obtenir, je regarde dans le paysage, et on a un paysage de collines de Toscane, par exemple, où il y a les verticales et les horizontales qui sont mêlées dans ce paysage de Toscane qui est parfois ponctué par des cyprès, par des villas romaines, par des routes, etc., etc. Et dans ce paysage, finalement, on peut, si on s'intéresse à cette image comme un problème, une question, un truc flou, essayer de le décrire. Donc si on commence à le décrire, ça veut dire ce point avec lequel je décris la chose, qui est un désignage de point. Je choisis soit un point, soit un type, soit quelque chose qui existe ou préexiste. Et dans ce cas-là, j'ai un outil qui est pas mal, qui est la théorie des catégories. C'est-à-dire, par exemple, un nombre se définit par 3 catégories. J'ai le nombre 35, n'importe lequel, x, c'est le nombre, par exemple, de bétail qu'on peut compter dans un enclos, cette théorie des ensembles, avec la cardinalité, cardinalité, ou c'est une cartésienne. Hein. Donc je confonds cardinal, cartésien, carte, Descartes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir la variation du nombre et essayer de faire
peu comme Dirac, la dérivée. C'est-à-dire de comment je passe de 35 à 36, à 37, à 38, à 39. Et donc j'ai une sorte de pas de progression qui est plus ou moins rapide. L'un est où j'ajoute plus 1, l'autre je multiplie par 2, un troisième je le mets à e puissance x, à une puissance, ou x puissance quelque chose. Ça veut dire que tous ces points ici auront une progression, une direction de progression, une famille, un réseau dans lequel elles vont se, se propager. Donc, à partir d'une image statique, on passe vers une image statistique, c'est-à-dire ces points existent, n'existent pas, sont déplacés à côté. Et pour ça, il y a une notion qui est pas mal, qui est introduite de ligne. Autour du point, on a un petit voisinage, une boule. Donc c'est plus un point, mais c'est une petite boule. Et on a E, DE, qui existe. Et DE, on va essayer de la faire correspondre au produit cartésien E, point DE, DE, ou DE, d'un endomorphisme, ou c'est un truc qui fait partie du bord de E. Là, c'est même plus c'est du cobordisme. Ça veut dire que soit c'est l'enclos qui diminue, de façon à ce que le bétail qui soit là, qui est une entropie, va devenir un truc, ils vont se ranger bien comme il faut dans un certain ordre, hein, se compactifier, avoir toutes les propriétés voulues pour qu'on puisse additionner les horizontales, additionner les verticales, multiplier les horizontales par les verticales, ou multiplier les limites inductives, et les faire commuter et co-commuter avec les limites projectives du produit. Donc, je suis allé un peu vite là. Ça revient à cette rapidité, ça revient à dire que x, à un moment donné, est arithmétique. Je parlais, ce n'est 1 plus 1 égale 2. Donc j'ai une sorte de table de x. Je peux multiplier x par 2. C'est une entité en dehors du bétail, mais peut-être on peut la mesurer, la faire vivre d'une certaine façon. Et on a 2 fois plus. Hein. Mais en réalité, quand on multiplie, on risque de passer dans une notion transcendantale, ou dans une autre dimension. Quand je multiplie deux choses qui ne sont pas de la même nature, faut définir. C'est un peu comme un vecteur multiplié par un scalaire, et ben, il devient plus grand, multiplié par un autre vecteur, il tourne, ou quand on ajoute deux vecteurs, et ben, c'est une force, etc., etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est comment passer des champs de DE aux charges EV et au courant sur une face, sur un plan, sur une surface, un courant, une courbure, un circuit. Et là, intéressant, on introduit le concept d'architecture pour moi. Et on a une sorte de distribution dans l'espace d'éléments qu'on peut plus ou moins décrire, qui sont nos éléments qu'on identifie ici comme des murs, ici comme des refends, parce que ces murs, il faut bien qu'ils soient stabilisés éventuellement. Et aussi, ces murs sont orientés, donc il y a une orientation vers le haut, éventuellement une orientation vers le bas. Ce sera
un petit rond, vers le haut c'est un petit point. Et on différencie avec la configuration, l'espace de configuration des murs, une sorte de distribution des orientations de ces espaces entre les murs. Donc nous créons avec les murs, mettons, les traits, les lignes, des espaces entre les lignes que l'on peut nommer des plans, hein, des espaces ombrés. C'est ça la signification en architecture. J'ai un mur, j'ai une ombre. Derrière l'ombre il fait plus frais, et devant le mur il fait plus chaud. Donc je plante, moi je vois le pont là, des arbres fruitiers parce que c'est chauffé par le mur et c'est chauffé dans la nuit. Et derrière le mur, ben, je peux faire une chose. Et le long du mur, je fais un discours comme les philosophes grecs. Le temps du discours, du parcours le long du mur, c'est la démonstration de mon discours. C'est un peu comme ça qu'il mesurait la rapidité de la démonstration chez les philosophes grecs. Bon, et puis en faisant ça, j'avais une image qui me ressemble à Baragan. Voilà, paf, Baragan. Donc une idée, c'est non seulement on fait un espace de configuration, on fait des jeux de perspective, mais aussi on passe de Baragan à Calatrava, ordre alphabétique à Corbu, derrière un architecte en D, je ne sais pas, en E, F, etc. Donc, et puis on peut remonter à Tadao Ando, si c'est un A ou Alvar Alto. Et essayez non plus de regarder les architectes comme des mots, comme des noms, mais architectes à travers du dessin qu'ils représentent. Donc, quand on revient ici, le fichier boucle, c'est l'architecte multiplié par son projet cycle. Et là, nous avons les boules, les bulles de tout ce qu'on peut observer autour du produit. A, croix, A, architecture, croix, architecture, A. Et il suffit de regarder maintenant une revue, architecture d'aujourd'hui, AUJ, ou Domus, on avait besoin du D. Donc regardez toutes les revues et voir au travers des revues ou des bases de données, ou on va à la bibliothèque de notre école, ce qu'on fait, chacun des architectes, dans quel projet, comment ils sont représentés, où ils sont représentés. Alors ce qui est super intéressant et ce que je vous propose de faire, c'est la rétroaction, les projets discrets et les projets continus. C'est-à-dire, quand l'architecte a décomposé deux concepts, jour, nuit, plein, vide, et il a dans sa composition une sorte de dualité et aux auto-gens par rapport à cette première présentation. Il y a un ordre de la présentation, presque, et il y a un ordre péremptoire, par exemple alphabétique. Donc les A sont plus nombreux que les B, donc on commence par les A, puis les B, puis les C sont plus rares. Et puis on s'aperçoit que A, B, C, D, ça ne marche pas complètement parce que il y a des voyelles et des consonnes, donc les A, va se retrouver un E, la prochaine voyelle, I, si ce n'est pas H, etc. Donc il y a une sorte de langage lié à la phonétique, au vocabulaire, au hiatus, que les mots sont d'un côté pairs, pair et impair. Je vous laisse choisir qui est qui. Les voyelles sont comme ça, et les consonnes seraient comme ça dans la matrice. Les uns, on peut les additionner, et les autres, on peut les multiplier. Les A, E, I,
additionne. C'est un peu comme les langages parlés, les langages africains, les langages qui ne sont pas écrits. Ils ont beaucoup de voyelles, de A, E, I. Et par contre, les langages qui sont écrits, ben, ils font la réduction des voyelles. Les voyelles elles passent en accent, et puis il y a les cr, 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 dre, brotch, schrotch, qui restent, et c'est les consonnes. Et donc, selon la vitesse de l'écriture, peut-être, et du parler, et de la façon de se relire, et le dire, nous avons une sorte de phonème, graphème, qui se sont mis en place. Donc les graphèmes, je les vois au quatrième ordre, les graphèmes au troisième ordre, et puis les différents sens entre la rhétorique et la syntaxe, et puis éventuellement même une grammaire du premier ordre, via les syllogismes. Hein, je suis allé danser, je suis donc moi partir danser. Il y a trois mots, et puis on peut faire la composition A, B, C, et après permuter A de BC, B de AC et C de AB. Je vous laisse le loisir de faire ce langage automatique un peu dans tous les sens, du point de vue du moment qu'il y a un sujet verbe complément. Normalement ça devrait marcher. Puis vous voyez après que chez les Allemands le verbe se met à la fin, il se décline de certaine façon, et, etc., etc. Donc à partir comme ça de la décomposition de mots presque de lettres aléatoires, il y a une sorte de division, une bifurcation entre des lettres voyelles, sonnantes, et autres consonantes, si vous voulez. D'accord. Bifurcation, bi. Et pareil, pour les nombres, on envoie tous les nombres de 0 à l'infini, et puis on s'aperçoit que les 2, 4, 6 sont pairs, et les 3, 5, etc. sont impairs, et on n'arrive pas à sauter de là. Quand on additionne un, on saute de l'un à l'autre, mais quand on additionne 2, on reste d'un côté ou de l'autre. Donc, I, ça serait les nombres impairs, P, ça serait les nombres impairs, et nous avons comme ça, dans une suite ordonnée, carrément deux phases, avec deux tables. Quand vous additionnez deux nombres impairs, ça vous donne un nombre pair, avec des règles de ce type-là. On peut aller plus loin, et nous avons les nombres z sur nz, là, qui sont les modules qui sont divisibles, pas divisibles, et donc premier. On peut construire un peu tout et n'importe quoi. Prenons un point, alors je reviens avec un point 0 et un point 1, et un plan qui sépare le 0 et du 1, et le 0 donne quelque chose en x, et le 1 donne quelque chose en y. D'accord. Il le donne et au lieu de regarder tout ce petit bâtonnet, on regarde le bout des bâtonnets. Et en disant que le bout des bâtonnets est isomorphe ou un foncteur, que le x c'est à l'infini les points où se croisent les parallèles, et là de l'autre infini où c'est la mécanique, où ces deux droites s'intersectent, mais dans un endroit où on peut le voir. Donc c'est deux intersections. Ça ressemble beaucoup à ma Sestar algèbre, où chez Tchern, nous avons un caractère à gauche et un caractère à droite qui sont connectés, deux rétroactions par lesquelles connectés, et on peut faire grandir ces
connecteurs ou ces fibres. Là, on appelle ça déjà des faisceaux. Faisceaux de Godman, Loret. Et ici, je mets une fibre. La fibre neutre, l'amipotence, l'idempotence. Et en faisant cette histoire de filtre, de fibres, je peux filtrer justement mes nombres pairs et mettre des nombres impairs, ou des nombres continus et des nombres discrets, ou vice versa. Les nombres discrets je le mettrai là et le nombre continu je le là. Et puis là, finalement, comme dit Gromov, au lieu d'avoir 10 discrets, j'ai de la densité, façon dont j'itère le nombre d'éléments dans mon enclos, où je multiplie, j'additionne. Je peux vérifier que si cette addition, cette multiplication, cette exponentielle sont continues, compactes, avec une courbe sans torsion particulière, juste de la tension. J'appelle ça la flexion. Et j'ai un angle alpha éventuellement géométrique qui permet de voir cette figure comme un objet en même temps que je peux réécrire et en même temps que je peux redessiner. Donc en quelque sorte, cela fait comme si j'avais un organigramme pour cette figure et j'ai un plan qui puisse accepter l'organigramme, etc. D'accord. Et ici serait à peu près les proportions de notre modulo. Vous voyez plus sur l'écran. Je reprendrai un peu plus tard.